Bonjour Bertrand Renouvin. Bonjour Flavie, Alors nous sommes ravis de vous accueillir pour la deuxième partie de l'émission qui vous est consacrée. merci. Donc, nous avons parlé de vous, de votre vie, de vos engagements, de l'ANA, de la Nouvelle Action Royaliste, de la question européenne. Et aujourd'hui, nous allons parler des figures qui vous ont accompagné, de vos influences intellectuelles et politiques, et de votre réflexion également, évidemment, sur la tradition monarchiste française. Alors, Mitterrand avait dit de vous que vous étiez le représentant de la plus vieille école de pensée politique en France. Est-ce que c'est exact? C'est la phrase exacte qu'il a dit? La plus vieille tradition Tradition politique, politique. oui. Alors, qu'est-ce que cette phrase vous fait comment réagissez-vous? Vous la connaissez cette phrase depuis longtemps, mais qu'est-ce que vous Oui, souhaiteriez bon, commenter? il n'avait pas tort. On se réfère à la tradition longue de la monarchie française, de la monarchie capétienne. C'est une monarchie qui a beaucoup évolué depuis le Moyen Âge, qui a connu des mésaventures, des révolutions, des retours, et elle a vécu également avec son temps, et Mhm. y compris avec son époque philosophique. Donc les conceptions de la monarchie ont pu se transformer au fil des circonstances et au fil des débats intellectuels. Mais dans l'ensemble, il y a une continuité dans le projet, c'est-à-dire construire puis maintenir un État capable de rassembler la nation, de Mhm. maintenir l'unité de ce qui n'était pas encore une nation au temps de Ouais. la monarchie, c'était un royaume, mais c'était déjà une proto-nation, c'est quelque chose c'est un courant qui a engendré la nation moderne, avec un transfert de souveraineté de l'État à la représentation nationale au moment de la Révolution française. Voilà. Donc, François Mitterrand avait raison de dire que nous nous retrouvons dans ce courant et qu'il continue de nous inspirer. Voilà. Alors, pour parler des figures, enfin pour commencer sur les figures qui vous ont accompagné, alors on n'est pas directement là en effet sur la monarchie, puisqu'il s'agit d'Aristote, qui est le philosophe sur lequel vous vouliez commencer cet entretien. En quoi Aristote a-t-il pour vous fondé les bases d'une réflexion qui peut Il aller a, jusqu'à la réflexion? Aristote a fondé la pensée de la République. Mhm, La République est un terme latin. Aristote parle de la politique. Il a pensé la politique et les catégories mhm, qui nous permettent de concevoir la vie politique et ses institutions. Et dans le concept de politique, il y a plusieurs formes de régime. Il y a l'aristocratie, le gouvernement de quelques-uns, la monarchie et le gouvernement populaire, qu'on peut appeler démocratie. Et souvent, ces systèmes se composent d'ailleurs. mhm. Donc Aristote a créé ces catégories et il a défini la République comme le gouvernement selon l'intérêt général, Ouais, mhm, hein, et en fonction de principes de justice et de liberté. Mais la République donc n'est pas un régime. C'est ce qui permet, c'est ce qui donne aux différents régimes politiques les principes. mhm, À partir de là, je ne fais qu'un résumé extrêmement grossier. À partir de là, les Grecs eux-mêmes ont pensé de façon très complexe la politique. Qu'est-ce que c'est que l'essence de la politique? Comment le concevoir? Est-ce que les catégories d'Aristote sont toutes pertinentes? Et puis, il y a aussi dans Aristote un problème qu'Aristote n'a pas résolu et que nous n'avons toujours pas résolu, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que le gouvernement authentiquement politique? mhm. Qu'est-ce que c'est que la République républicaine? Et ça, eh bien, il n'y a pas de réponse. On ne sait pas. On, on aurait préféré que quelqu'un dise j'ai trouvé ce que c'était que la République républicaine. Mais on ne trouve pas. Donc on est obligé de penser selon les catégories définies par les Grecs, la monarchie, l'aristocratie, l'oligarchie, et puis cette mystérieuse
ce mystérieux gouvernement qui serait, la pensée d'Aristote est complexe, le gouvernement des classes moyennes, du moyen terme, de la médiété, comme il dit. Voilà. À partir de là, la pensée s'est développée, pas seulement à partir d'Aristote, hein. Il faut bien sûr se souvenir que la civilisation européenne, et notamment la civilisation française, ont été très inspirées par la pensée biblique, que la monarchie, c'est pas simplement la pensée grecque, c'est également la pensée de la monarchie telle qu'elle est dans la Bible, avec les rituels, avec le fait que le roi est quelqu'un qui est sous l'onction divine, qu'il n'est pas le maître de la théologie, si vous voulez, qu'il y a justement des prêtres, des rabbins qui sont au-dessus de lui, que la Torah est au-dessus du roi, donc il n'est pas le maître de tout. Il n'y a pas justement de visée absolutiste dans cette conception de la monarchie qui a profondément inspiré à travers le christianisme la monarchie française. Également débiteur d'une des grandes paroles du Christ, c'est rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. C'est-à-dire qu'il faut distinguer les domaines. Et la distinction du spirituel et du temporel est quelque chose de fondamental dans la monarchie française et qui explique justement sa politique à l'égard de l'Église catholique, c'est-à-dire d'une institution qu'on respecte en raison du message spirituel qu'elle diffuse, mais que l'on peut combattre dans la mesure où elle intervient dans le domaine temporel. Donc, il y a cette pensée grecque qui inspire concrètement l'idée du gouvernement mixte, que le gouvernement n'est pas un tout rassemblé autour d'un seul concept, que dans la monarchie, eh bien, la monarchie peut associer les meilleurs, il faut qu'il y ait un consentement populaire. Voilà, toutes ces pensées-là, on les retrouve au Moyen Âge, on les retrouve dans la théologie, on les retrouve dans la philosophie du Moyen Âge, à travers d'immenses débats qui ont marqué toute la période médiévale et qui inspirent la monarchie dans une certaine mesure. Parce qu'il y a justement cette pensée de l'État qui commence à se constituer, un État qui est organisé autour d'un principe dynastique. Ce n'est pas une vision philosophique, c'est que tout simplement, il faut assurer la continuité. Et pour assurer la continuité, eh bien, on choisit de ne pas adopter l'élection, mais d'adopter un principe de succession. On parle de la monarchie héréditaire, c'est faux. Il n'y a pas de monarchie héréditaire, parce que la monarchie, ce n'est pas une institution privée. C'est une loi de succession, c'est une loi de l'État qui désigne le successeur. Et le successeur, c'est le premier-né, en France de sexe mâle, ailleurs la question n'intervient pas. Nous, elle est intervenue également pour des raisons politiques. Donc c'est une construction qui est à la fois, qui procède d'une théologie, qui est la théologie juive, puis la théologie chrétienne, d'une philosophie, qui est la philosophie grecque, parce que la Grèce est la mère de beaucoup de pensées, notamment les chrétiens ont récupéré, assimilé la pensée grecque et l'ont développée à l'intérieur du christianisme. Bon. Donc, c'est tout cela. Mais pour aller très très vite dans cette histoire, il se produit au XVIe siècle une tragédie, longue tragédie, c'est les guerres de religion, 8 guerres de religion, au cours desquelles catholiques et protestants s'affrontent de façon extraordinairement sanglante, à la fois pour des principes religieux, mais aussi parce qu'il y a des ambitions politiques qui sont différentes selon les camps. Et dans ces batailles acharnées, où la monarchie risque d'être emportée parce qu'elle n'arrive plus à contrôler la situation, justement le principe d'unité battu en brèche par les ultra-catholiques comme par les protestants, il se dégage ce qu'on a appelé le parti des politiques,
Oui, parce que ce principe même d'unité qui est fragmenté C'est là, le puisque principe c'était la d'unité continuité qui pour est l'unité et là ouais. exactement, la légitimité est mise en question Mmh. par le parti catholique, qui est un parti espagnol, Mmh mh. financé par l'Espagne. Les protestants sont, à mon avis, beaucoup plus légitimistes. Mais en tout cas, il y a, pour sortir des religieux, de la guerre de religion, des guerres de religion, le parti des politiques se constitue. Il est constitué de catholiques modérés, si on peut Mmh. dire, et de protestants également qui veulent en finir et qui disent qu'il faut reconstruire l'État. Et la personne qui, après l'assassinat de Henri III par un ultra-catholique, le parti des politiques Mmh. se retrouve dans Henri IV, qui est protestant, qui se convertit au catholicisme. Tout le monde connaît cette histoire, mais c'est Mmh. surtout le fait que ce n'est pas tellement la personne qui compte, c'est l'État. Mmh. Simplement, il faut que l'État soit incarné dans un principe qui est un principe de succession. Donc on cherche dans la succession celui qui est le plus légitime. On trouve Henri IV, hum, il s'impose par la guerre, hein, Mmh. n'est-ce pas? Mmh. C'est la fin des guerres civiles par le triomphe des partisans de l'État. Et c'est à partir de ce moment-là que Henri IV refait l'unité de la nation. Mais comme toujours, on est entre le manque et l'excès. On manquait de force de l'État au XVIe siècle. Au XVIIe siècle, on tombe dans ce qu'on appelle l'absolutisme, Mmh. notion contestée, mais quand même, l'État est très fort. Il se renforce justement parce qu'il faut pouvoir imposer sa volonté à une noblesse qui est frondeuse, Mmh. qui ne Qui veut le respecte pouvoir, pas, oui. qui voudrait participer au pouvoir ou Mmh. qui veut Mmh. trop affirmer ses pouvoirs dans les différentes provinces. Donc la monarchie se renforce, Mmh. devient une monarchie administrative et l'État, effectivement, prend de l'ampleur. Et puis il y a une politique de puissance qui est menée par Louis XIII, par Louis XIV, par les premiers ministres, les grands hommes d'État qui entourent les monarques. Alors là, c'est une question un petit peu provocatrice pour vous, mais est-ce que associer la noblesse n'aurait pas été aussi une solution Certains fédératrice? nobles sont associés à l'exercice du pouvoir, mais ils ne le contrôlent pas. Et puis, il y a toute une noblesse qui vit loin de Oui, Paris, qui cultive, enfin, qui fait cultiver ses terres. Mhm. D'ailleurs, c'est une catégorie sociale très éclatée, hein. On a des représentations hollywoodiennes de la Oui, bien noblesse. sûr, bien sûr. Mhm. C'est une toute petite fraction Mhm. d'un corps qui est surtout un corps de militaires Mhm. et un corps de serviteurs de l'État. La noblesse est utile et est associée au pouvoir Mhm. justement comme corps aristocratique, mais au sens de les meilleurs sont appelés à devenir conseillers Mhm. de l'État, magistrats au Parlement de Paris, chefs militaires dans les nombreuses guerres que la France a été obligée de faire. Donc c'est ça, il y a une noblesse de robe, il y a une noblesse d'épée, Oui. il y a des corps, il y a une représentation de la société en corps, et la monarchie est en position d'arbitrage autour, par rapport à ces corps, à la noblesse, au clergé, au tiers-état, en menant des luttes, à la fois contre la noblesse quand il y a la Fronde notamment, et puis pendant les guerres de religion, mais aussi contre l'Église. Il ne faut pas oublier que maintenant nous sommes plutôt dans une tradition ultramontaine, où les catholiques se réfèrent au Vatican. Mhm. La monarchie française, au contraire, invente une tradition gallicane, Mhm. qui a été celle de la monarchie, puis du Premier Empire, et qui a été complètement dépassée par le principe de laïcité. Mais l'Église de France est une entité qui n'obéit pas, n'est pas soumise à Rome, Mhm. sauf sur le plan Oui, bien des sûr. principes spirituels. Mais les résultats des conciles, par exemple, Mhm. doivent être entérinés par le Parlement. Mhm. C'est ainsi que les décisions du Concile de Trente n'ont jamais été entérinées en France. Mhm. Donc il y a une tradition gallicane des libertés de l'Église de France, qui pose d'ailleurs de très grands problèmes, surtout à l'époque de Louis XIV, qui devient en quelque sorte le maître, pas le chef, mais le maître de cette Église,
et devenant le maître, il est obligé d'épouser ces conflits théologiques, ce qui provoque des drames absolus, la question du jansénisme, qui est une question horriblement complexe, et puis l'expulsion des protestants en révocation de l'édit de Nantes, justement, qui avait été un des triomphes de l'État tel que Henri IV voulait le rétablir. Voilà, donc on est héritier de ça, de toute cette tradition complexe, mais on est aussi les héritiers de la Révolution française. Et il n'y a pas aussi une noblesse de grands propriétaires terriens, comme il y avait en Angleterre? Moins en France. Oui, alors là, je suis moins compétent sur le sujet. Il y a des grands propriétaires, il y a de grands domaines, mais il y a aussi un tissu de Oui, de petites petites, paysanneries. oui, ou C'est pas aristocratie c'est pas petite, la même mais structure ça ne structurait pas comme... sociale. Mhm. Mais là, bon, c'est un sujet assez compliqué. En tout cas, la monarchie arrive à dominer tout cela et quand même à diriger la politique économique. Le colbertisme, tout le monde se souvient du colbertisme, c'est-à-dire d'une politique de l'État qui est une politique industrielle, qui est une politique de puissance, mercantiliste. On retrouve aujourd'hui le mercantilisme, mais le mercantilisme a été la doctrine de l'époque. Donc, il y a effectivement une volonté de l'État de développer la puissance propre de la France, du royaume de France, et on retrouve ça après, et après la Révolution française, de façon tout à fait nette. Et alors, c'est Aristote lui-même qui parle de ce cycle un petit peu fataliste de la monarchie qui pourrait engendrer la tyrannie. Oui, Bon, après, vous avez, après la tyrannie, c'est l'aristocratie, éventuellement le oui, et reprise par puis l'aristocratie, il peut y avoir, l'oligarchie. il dit aussi il peut y avoir aussi dégénérescence démocratique, c'est-à-dire d'un Oui, gouvernement qui serait le oui. gouvernement populaire. Mhm. Maintenant, on a du mal à comprendre ces concepts, mais ils ont leur sens. Oui, bien sûr, il y a toujours des risques dans l'exercice du pouvoir, il y a toujours des risques de dérive, soit de trop grand affaiblissement en composant beaucoup trop avec les groupes de pression et avec les ordres nobiliaires ou cléricaux au temps de la monarchie, soit au contraire en durcissant considérablement parce qu'on a été très menacé. Et c'est une mauvaise chose aussi. On s'en est aperçu au moment de la Révolution française parce que le problème de l'absolutisme, c'est qu'il ne connaît pas de représentation disons, du pays, puisqu'on ne parle pas encore de nation. Et que en 1789, ce qui éclate, c'est la nécessité d'une représentation de ce corps collectif qu'on appelle la nation. Et ceux qui conçoivent cela, ce sont des monarchistes, et pas des républicains au sens du républicanisme, des gens qui ne veulent pas de la monarchie. Mirabeau, qui est un des premiers opposants à Louis XVI en juillet 89, qui a été emprisonné, une lettre de cachet, etc., qui a connu l'absolutisme royal dans toute son horreur. Mirabeau, ceux qu'on appelle des monarchiens, c'est-à-dire ceux qui veulent à la fois le roi et la révolution équilibrée par le pouvoir royal, mais un pouvoir royal qui reconnaît la représentation nationale, telle que justement Mirabeau et les autres la proclament en disant que ce n'est pas les États généraux, c'est une Assemblée nationale. Ouais. Et bon, c'est une véritable révolution, mais ce sont des monarchistes qui font cela et qui écrivent en fait la Déclaration des droits de l'homme. Donc les principes qui nous sont communs aujourd'hui, c'est-à-dire gouvernement représentatif, assemblée nationale, idée même de la nation comme collectivité unitaire, tout ça, ça procède de la Révolution et ça procède d'une pensée de la monarchie qui révolutionne la monarchie pour la rétablir dans un système d'équilibre des pouvoirs. Un nouvel équilibre des pouvoirs où le peuple est représenté
et où la monarchie joue beaucoup plus un rôle arbitral, le roi étant le représentant de la nation, le premier fonctionnaire de l'État. Alors c'est un bouleversement assez considérable dans la symbolique, mais c'est quelque chose qui aurait pu fonctionner, qui a fonctionné après la Restauration, et qui justement a donné naissance à la fois aux catégories de droite et de gauche, mais surtout au parlementarisme. Ouais. Le parlementarisme français, il naît des conceptions de la monarchie parlementaire telle qu'elle se développe avec Montesquieu d'abord, mais aussi sous la Restauration, avec un certain nombre de penseurs de l'époque qui veulent justement une monarchie libérale, effectivement parlementaire. Et si Mirabeau n'avait pas disparu si vite, est-ce que vous pensez qu'il y aurait eu une chance pour la Révolution d'éviter Bah, il la y en terreur? avait, Mirabeau était une des chances que Mm. la Révolution trouve une stabilité institutionnelle et accomplisse les révolutions fiscales, sociales, et également sur le plan de la politique religieuse Mhm. qu'elle était portée à accomplir. Tout simplement parce qu'il fallait réaliser ce que la monarchie avait l'intention de réaliser dans beaucoup de domaines, mais qu'elle n'avait pas réalisé. Mhm. Hein. Les choses sont dans les cartons, il y a un moment où on sort, on a Ouais. la possibilité de le faire parce qu'un certain nombre de digues ont cédé, de groupes de pression en termes modernes ont cédé. Donc oui, Mirabeau aurait pu, parce qu'il avait une très très grande intelligence à la fois du pouvoir politique et des réactions de la population, de l'opinion publique notamment, oui, il aurait sans doute pu maîtriser le cours des événements, mais d'autres, les monarchiens, Mounier, Lito Lindal, etc., étaient tout à fait capables de cela, parce que euh, tous les gens qui font tous les acteurs de la Révolution sont des gens qui ont une immense culture. Ils ont étudié l'Empire romain, ils sont pénétrés d'histoire romaine, ils connaissent très très bien l'histoire de leur pays, ils connaissent très bien l'histoire anglaise. Et l'Angleterre a fait une révolution radicale en Alors coupant la justement, tête du roi un siècle ouais, avant la nôtre. ouais. Tout ça, ils l'ont médité. Mhm. Ce sont des hommes des Lumières, ce sont des hommes qui croient à la raison politique. Mais si on peut peut-être justement parler rapidement de l'Angleterre, ils ont coupé la tête du roi, Oui, une période du personnage du roi, mais pas du roi en lui-même, enfin Ah ben non, il y de- a une du période roi du moment. cromwellienne, bon, Ouais. et après ils se disent, après tout, bon, Ouais. mais il y a des parentés très fortes entre l'Angleterre et nous. Euh, ils ont eu une déclaration des droits bien avant nous, Mhm. ils ont eu un parlement bien avant nous, euh, ils ont inventé la responsabilité du gouvernement devant le Parlement bien avant nous, en 1792, Mhm. je crois. Voilà, donc, mais on a cessé de les observer parce que l'Angleterre est la mère des parlements, parce que c'est la mère des libertés publiques, etc. Alors qu'est-ce qui fait Donc, que, selon vous, que cette Glorious Revolution n'a pas complètement éradiqué la monarchie? ah, ça, alors, c'est une histoire très Compliqué, longue, oui, très compliqué. compliquée. Mm. Simplement, les Français ont. L'important, c'est que les Français ont observé tout ça de très près et qu'ils en ont tiré. Ils savaient que la Révolution pouvait mal se terminer pour la monarchie. Le roi lui-même le savait, mais bon, il n'a pas été en mesure de dominer les événements. Et ils essayaient d'éviter justement cette issue fatale en trouvant un déséquilibre institutionnel nouveau. Ce qui a manqué, parce que les monarchistes libéraux sont à l'origine de la première constitution écrite, celle de 91, ce qui a manqué, c'est ce qui a été complètement raté, c'est la question du gouvernement. On ne s'occupe pas du gouvernement. Il y a le roi, et puis il y a l'Assemblée, et il y a des ministres, mais ils sont ou pas très considérés ou haïs. Robespierre, il est beaucoup plus anti-ministériel que anti-monarchique. Robespierre, presque jusqu'à la fin du règne de Louis XVI, dit bon, bah oui, Mm. on peut faire la révolution avec un roi, c'est pas le problème.
Le Mais problème c'était pour quoi le lui, projet de oui, ouais. c'est le ministère. Il dit: «Ce Mmh. sont des fripons, ce Ouais. sont des corrompus», il n'aime pas le pouvoir exécutif. Alors la solution pour lui? Bah, la solution, c'est, lui-même, ses amis, la fraction la Mmh. plus patriote, Mmh. oui, le jacobine, montagnarde, tout ça est les catégories sont Mmh compliquées, mh. mais oui, ils doivent incarner la vertu révolutionnaire et appliquer le programme dans une période qui était à la fois une période de guerre à l'extérieur et de guerre civile à l'intérieur. Mmh. C'était très compliqué, mais ils n'ont pas, l'échec de Robespierre, c'est qu'ils détruisent une légitimité Mmh. Ils n'en et ils construisent pas n'arrivent pas à une en autre. reconstruire une autre. Mmh mh. Ni la guerre, ni l'exécution de Louis XVI, ni les autres exécutions ne permettent justement Mmh mh. de retrouver, un gouvernement stable. Là, c'est une dictature de salut public, bon, c'est la guerre, on comprend, mais c'est pas une solution, ça ne pouvait pas durer à long terme. Donc, il y a un échec qui se prolonge avec le Directoire et qui est résolu par Bonaparte parce il prend le pouvoir sans que ça soit une solution non plus. Alors oui, on va arriver au début du 19e siècle, mais j'avais envie juste d'évoquer la personnalité de quelqu'un qui était, comment dire? Qui était précurseur, excusez-moi, du concept de nation déjà 2 siècles auparavant, qui s'appelle Jean Bodin. Alors cet homme-là, Oui, n'aurait-il pas pu contribuer justement, ah ben alors on non, parle de mais nation, mais pas alors d'État là, c'est non, ça? bah, Alors Bodin, c'est l'État, hein, si c'est les oui, c'est une pensée de l'État. alors justement. C'est une pensée de l'État et de la puissance souveraine. Mmh, la souveraineté, oui. C'est Mmh. le penseur de la La souveraineté. souveraineté, oui. C'est le grand philosophe du parti des politiques. Mmh mh. Bon. Beaucoup plus que Montaigne, qui est également membre du Parti des politiques à Bordeaux, mais c'est Baudin qui conçoit vraiment dans les 6 livres de la République, donc il pense selon la conception de la République, mais il la pense contre Aristote. Plus question de gouvernement mixte, de médiété, de ça, il faut que l'État s'affirme. Et D'accord. on comprend Baudin. Et justement, Mmh mh. après les immenses désordres où la France a failli mourir, en Mmh fait, mh. Plusieurs et il fois. fallait qu'il y ait un principe qu'on appelle le principe de souveraineté Mmh mh. qui soit posé très clairement et que tout le monde s'incline devant cette nécessité impérieuse. Bon, Mais alors même oui, chose en Angleterre où Hobbes oui. invente également toute la pensée du Léviathan, Ouais. etc. Mmh Parce mh. que justement, il y a un moment où il faut reconnaître un ordre politique qui permette à chacun de vivre. Puisque pendant la guerre des religions, c'est les vies qui Mmh sont mh. en danger, les massacres terribles qui ont lieu à ce moment-là, la Saint-Barthélemy, bien sûr, mais bien d'autres aussi, fait qu'on ne peut plus vivre dans le pays. Mais la conception de l'État selon Jean Bodin, c'est quoi exactement? Il n'y a pas encore cette question de représentation du peuple? Non, Non, du tout? et non, non, C'est non, pas évoqué, c'est ouais. d'abord l'État, Mmh mh. heu, mais ça correspond à une nécessité de l'heure. Le problème, c'est qu'il ne faut pas, rester fixé sur les nécessités de l'heure. Il faut savoir également faire évoluer les institutions Mmh mh. en fonction des problèmes qui se posent. Or, le problème de la représentation, il se pose et on ne le résout pas. Mmh. Et donc, En effet. ça Donc déclenche une révolution d'une ampleur tout à fait considérable, et dont nous sommes, tous, les héritiers. mmh mh. Et donc justement les suites de la Révolution française, parce que alors on par rapport à la constitution de l'État, alors c'est Napoléon, hein, qui constitue un État moderne, Mmh? mais la question de la représentation populaire, on n'y est pas encore. Non? Bah, après les désordres de la Révolution, même chose, hein, la Révolution n'arrive pas à recréer une représentation qui fonctionne bien, après la chute de Robespierre. Elle n'arrive pas à trouver une constitution qui soit acceptable, qui fonctionne bien. Il y a la guerre, il y a des urgences, Mmh. Bonaparte, Oui. résout tout ça Mmh. et effectivement, il crée quelque chose qui de toute façon se serait créé, mais au fil du temps, il crée rapidement, ce les fondements de l'État moderne. Mmh. Voilà. Mais en oubliant le consentement populaire. Ouais.
Bien sûr, il y a un consentement implicite, tout le monde veut sortir Mmh. de ce désordre institutionnel, de cette incertitude majeure qui existe à l'époque, en finir avec les guerres civiles, etc. Mais il y a quand même ce problème du peuple. Mmh. Et donc la restauration, justement, ne restaure rien, mais établit au contraire une monarchie parlementaire qui fonctionne. Mmh. Mmh. Et qui invente justement ses propres principes de responsabilité du gouvernement, etc. Tout le travail qui se fait et des esquisses de groupes politiques se constituent. Il y a les ultras, mais les Mmh. ultras sont également les ferments de cette monarchie parlementaire libérale. Encore une fois, dans notre pays, ce sont tous de très grands esprits. Même les gens d'extrême droite sont intelligents à cette époque-là. Vraiment, Bonald, Mmh. ce sont des œuvres, n'est-ce Ouais, pas? ouais, bien sûr. Et les gens qui s'expriment à l'Assemblée, à la Chambre des députés, ce sont des gens qui s'expriment à partir d'œuvres. Ouais. Quand Chateaubriand parle, c'est quand même Chateaubriand, n'est-ce Mmh. pas? C'est pas rien, c'est une langue superbe. Et puis, il a une expérience de la Révolution et en même temps une pensée politique qui est forte, qui est souple d'ailleurs, qui évolue, Mmh. et avec une capacité d'anticiper les événements. Plus tard, on aura Tocqueville, il y a des gens moins connus comme Royer-Collard et quelques autres, ceux qu'on appelle les doctrinaires, mais tous ont des pensées qui sont constituées. Et ils font de la politique avec des pensées qui sont constituées. Et cette monarchie, donc plus constitutionnelle, comment est-ce qu'elle s'inspire des autres monarchies d'Europe? Donc la britannique, il y a à ce moment-là Et en Europe, il y a c'est un tout courant un général, constellation. hein. Ça montre bien qu'il y a une Europe, c'est que Mmh. on se pose les mêmes problèmes et on y trouve peu ou prou les mêmes solutions. Euh, la monarchie libérale, c'est ce qui permet dans beaucoup de pays le passage à une société démocratique. Pour des raisons complexes, nous on rate ça. On abandonne la monarchie. La Ouais. monarchie tombe en 1848 pour des raisons qui sont un peu accidentelles. On s'y attendait pas. Bon, voilà, et on rate ce moment démocratique. On le rate. Voilà. Mais dans d'autres pays, des révolutions, en fait, des révolutions qui sont des révolutions nationales au sens de constitution de nation, par exemple en Belgique, Mmh. eh bien, tout naturellement, on installe une monarchie parlementaire libérale avec des partis, etc., etc., et ça fonctionne jusqu'à nos jours. L'Angleterre, c'est particulier parce qu'il y a une dimension sacrale qui n'est plus, qui est beaucoup moins dans les autres monarchies, mais dans l'Europe, l'Italie se donne une monarchie en même temps qu'elle fait son unité, l'Espagne est une monarchie, etc. Compliqué, mais quand même. Donc il y a un modèle Mmh. qui est, qui est commun. euh, et ça, nous avons eu de grandes discussions avec Martial Gauchet sur le sujet. Il y a aussi une spécificité française, c'est que nous sommes une nation. Gauchet nous a dit, et il était très convaincant, que la France n'est plus un royaume, l'Angleterre est un royaume, la Belgique est un royaume. La France est une nation, Mmh. avant tout. Même si elle se donne un roi un jour, ça sera le roi d'une nation. Et c'est autre chose. Voilà. C'est un peu une autre logique, même si le cadre parlementaire est le même et sera le même. Bon. Déjà, alors sautons rapidement les étapes, on s'est redonné en 1958 une monarchie élective, Oui, oui, démocratique et parlementaire. Bon, ça s'appelle le gaullisme. c'est sûr. Mais là, Et vous voulez sauter aussi vite ah non, mais on peut revenir en arrière, Non, non, je voulais juste non, non, mais pour montrer les oui, 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 bien continuités sûr. dans l'histoire, à travers toutes les révolutions, Mmh. euh, la Troisième République est elle-même Mmh. l'œuvre des monarchistes libéraux, des orléanistes. Oui. Mmh. C'est eux qui conçoivent vraiment ça, et c'est eux qui apportent l'idée du président de la République, du chef de l'État. Mmh. Bon, c'était un chef d'État en attente, mais quand Oui, même, quand même, oui, c'est quand même un chef d'État. Mais il y a un gouvernement, mmh. il y a une responsabilité du gouvernement devant le Parlement. Tout ça, c'est
c'est une institution parlementaire en attente d'une monarchie qui n'apparaît pas. Finalement, les choses se déroulent autrement. 1848, c'est un moment un petit peu étrange quand même, parce que on repasse à la République, mais pour une période très très brève, coup d'État, et on arrive à Oui, l'Empire, on en revient à plus, l'Empire. Donc ça, février 48, c'est la Révolution, tout le monde est content, ou presque, sauf Mm. naturellement les monarchistes. Mais juin 48, c'est une répression sauvage Mhm, dans les rues mhm, de Paris notamment. Et donc, c'est une république bourgeoise qui mhm. s'installe. Après, ça passe à un pouvoir très personnel. Bon, donc oui, il y a des ratages, il y a des échecs euh, qui sont là et qui expliquent notre histoire constitutionnelle extrêmement confuse. Mais avec la Troisième République, on retrouve en fait Et pour vous, des cadres. le Second Empire, c'est quoi en termes monarchie, justement? Parce que ça Ah s'appelle un ben empire, ma justement. tradition et les monarchistes libéraux, les princes d'Orléans, se sont opposés à l'Empire, Mhm. à Napoléon III. Hein. Oui. Ils voulaient justement les libertés publiques, ils voulaient la représentation parlementaire, et voilà. Et en même temps, paradoxalement, c'est un grand moment du Ah bah 19e oui, siècle oui, c'est un moment de de développement développement très économique. fort. Oui, oui. Bon, bien sûr, mais il y a une opposition très nette Mhm. et il prépare en fait le, 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 le retour à une monarchie parlementaire qui ne se fait pas pour des raisons qui sont conjoncturelles, parce que le pays est favorable à majoritairement favorable à cette issue. Et puis les choses évoluent autrement. Mais De Gaulle, quand il arrive en 58, est très conscient que justement les institutions qu'il crée sont faites pour résoudre le problème qui s'est posé en 1791. Mhm. Il le dit très clairement. Mhm. Bon, De Gaulle aussi a une conscience historique Ouais. Mhm. tout à fait forte. Très bien. Euh, Alors Bertrand, oui, avant de revenir, de continuer plutôt sur la Cinquième République, j'avais envie de revenir rapidement donc, enfin, sur la Troisième et la Quatrième, justement pour décrire les faiblesses de ces deux républiques, enfin comment on peut dire, de ces deux organisations républicaines, justement. On a beaucoup parlé du régime des partis et de cette instabilité, surtout sous la Quatrième, constante, et justement parce que tout était organisé autour des partis sans unité fondamentale. Comment vous décriveriez justement cette faiblesse constitutive? Oui, on a beaucoup parlé des faiblesses, on n'a pas parlé assez des forces Mhm, qui se sont développées sous la Troisième République, parce que la tradition du républicanisme mhm, est une tradition anti-gouvernementale. C'est l'Assemblée contre le pouvoir exécutif, donc il faut réduire au maximum, qui doit être que l'exécutant des volontés de mhm, l'Assemblée. Mais justement, sous la Troisième République et aussi sous la Quatrième République pour le président de la République, on assiste à une remontée en puissance sur le plan symbolique de la fonction présidentielle. Et ça se fait sur une très très longue période. Les présidents de la République qui ont peu de pouvoir réaffirment malgré mhm, tout leur autorité. Et même dans les derniers moments de la Quatrième République, le seul homme populaire du régime, c'est le président de la République, c'est mhm. René Coty. Oui, mhm, c'est Voilà. vrai. Mhm, René Coty est un homme qui est respecté par tout le monde. En mhm, plus, il a l'intelligence, le courage d'appeler De Gaulle aux affaires. Bon, donc c'est très bien. Mais avant cela, il y a René Coty. Donc, il y a eu une renaissance de la fonction présidentielle qui procède justement de l'idée monarchique, en fait, mhm, qu'il faut un arbitre, un fédérateur, quelqu'un qui domine les crises politiques. Et puis, d'autre part, on a également une réaffirmation de la fonction gouvernementale et qui se fait à partir des années 30 et surtout au moment du Front populaire. mhm, Paradoxalement, la gauche la plus républicaniste arrive aux affaires, mais Léon Blum
fait de Matignon, de l'hôtel Matignon, qui est déjà la résidence du Premier ministre, enfin, du président du Conseil depuis quelques années ou depuis un an, il en fait vraiment le centre d'impulsion du pouvoir. Donc, c'est pas rien. Ouais. D'autre part, il faut quand même se souvenir que cette République, cette Troisième République, est le régime de la victoire de 1918. Et que la guerre est très, très fortement conduite par les politiques. Ouais, ouais, Donc, bon, bien sûr, tout le monde connaît la figure de Clémenceau, oui, c'est ça. mais il y a toute l'institution, en fait, avec l'Union sacrée, etc., se mobilise pour que, justement, on résiste à la pression allemande. Voilà. Donc, c'est un régime qui tombe, oui, par ses faiblesses de la fin des années 30, la montée de l'antiparlementarisme, la multiplication des classes, des crises politiques, beaucoup de choses qui pèsent sur ce régime qui s'effondre en même temps que s'effondre l'armée française. La quatrième République, donc là, qui devait justement réparer les erreurs de la troisième, n'y arrive pas, mais donc la fonction présidentielle continue à s'affirmer, la présidence du Conseil est ballottée par la conjoncture politique, et c'est le fait que, comme le dit très bien Benjamin Morel, c'est pas le régime des partis, c'est le régime de quelques partis qui sont trop faibles. La quatrième République, c'est un régime qui existe pendant la guerre froide, qui commence en 1947, et il y a deux partis antagonistes qui sont aux deux extrêmes de l'Assemblée, les gaullistes et les communistes, qui ne veulent pas participer à un gouvernement. Donc on a des assemblages centristes peu consistants, alors que les problèmes sont majeurs, et notamment le problème de la décolonisation, de la guerre d'Indochine, puis de la guerre d'Algérie, sur laquelle tombera la quatrième République. Mais c'est une question de parti politique. Cela dit, il faut voir aussi, et ça Arnaud Tessier le souligne très bien, que l'administration qui a été véritablement constituée par Bonaparte est quelque chose qui se développe en France sous la Troisième et sous la Quatrième République, qui se développe de façon démocratique, puisque le droit administratif qui est créé sous la Troisième République par de très grands juristes est un droit justement de recours contre l'administration, recours en excès de pouvoir, de l'administration contre elle-même aussi. Donc il y a un contrôle de l'administration il y a une justice administrative, il y a des tribunaux administratifs, il y a un conseil d'État, et toute cette structure est une structure extrêmement solide, centralisatrice à tous les égards, qui fait fonctionner le pays quand les gouvernements sont trop faibles. Il y a cette continuité de l'État grâce à ce que Arnaud Tessier appelle la constitution administrative de la France, qui fait qu'on s'en sort bien, et naturellement, quand le gouvernement, le président de la République, le Parlement, l'administration sont en pleine cohérence, ça donne justement le développement de la Ve République et toutes les grandes conquêtes, toutes les grandes constructions que nous avons faites à ce moment-là. Voilà, donc il faut bien sûr regarder les régimes, mais il faut regarder le régime également, les structures profondes de la société française. Mais il y a aussi, c'est une société, c'est-à-dire que il n'y a pas de décentralisation sous la Troisième et la Quatrième République, mais il y a les communes. Et la fonction municipale est une fonction extrêmement importante, n'est-ce pas, plus les instituteurs, etc., les fameux hussards noirs de la République, ces structures-là permettent en fait de donner une très profonde cohérence à la nation, autour d'un certain nombre de principes et autour d'une histoire partagée.
Est-ce que vous avez envie de faire un rapide parallèle avec, quand vous parlez des partis du centre comme ça assez faibles avec des partis forts mais qui sont aux opposés, enfin c'est un peu les deux parties de l'omelette dont parlait Alain Juppé, et aussi avec le rôle des institutions comme le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel aujourd'hui, quelle est la différence du rôle qu'ils jouent à l'époque que vous décrivez aujourd'hui? Alors c'est une très vaste question parce que là, nous avons depuis pas mal d'années un processus de destruction de l'État, sous prétexte de faire des économies, des réformes administratives et cetera, révision générale des politiques publiques et cetera et cetera et donc on met à mal Mhm. la constitution administrative de la France. On met également à mal la constitution politique de la France puisque le quinquennat crée un désordre profond dans le système, et désordre tel que en fait, il n'y a plus de président de la République. Mhm. Il y a un Premier ministre Mhm. en fonction et il y a un super Premier ministre. Et donc, on n'a plus la fonction arbitrale qui était, était toujours exercée de façon ambiguë avant, et notamment par François Mitterrand. J'ai bien connu cette époque. Il était un peu quand même lié au PS, il était lié à la majorité, mais il était quand même pris un peu pour le recours, à certaines occasions, et cetera. Voilà. Ça a disparu avec le quinquennat au moment où, le président a été élu pour 5 ans, c'est-à-dire avec Nicolas Sarkozy. Et là, on a commencé à parler d'hyper-présidentialisme, et période qui s'est terminée avec un peu avec la réaction de Macron en 2022 et surtout avec la dissolution ratée que tout le monde connaît. Donc le système est en train de se déconstruire. Mhm. Et ça s'inscrit également dans des processus beaucoup plus profonds de crise du politique en tant que tel. Exactement, oui. Alors peut-être on pourra y revenir puisque on va essayer d'être un tout petit peu chronologique, donc revenir au début de cette Ve République. Euh, Mitterrand, alors c'est pas le début, mais donc on y reviendra assez vite aussi, un des présidents de la Ve les plus intéressés par le fait monarchique, mais on peut aussi dire la même chose du général de Gaulle et, et, euh, et donc de son mandat présidentiel. Est-ce que vous voulez nous en dire Oui, alors, quelques... De Gaulle, effectivement, est d'une famille catholique et monarchiste traditionnelle. Il a lui-même beaucoup étudié l'histoire de France. Dans ses jeunes années, il a consacré un livre, La France et son armée. Il a beaucoup réfléchi aux institutions, puisqu'il voyait fonctionner et de plus en plus mal les institutions de la Ve République. Et il est partisan effectivement de la restauration de l'autorité de l'État. Surtout qu'il voit l'État s'effondrer en 1940 et toute son œuvre pendant la guerre, c'est également une œuvre d'établissement d'une légitimité politique en France qu'il incarne. Bon. Et c'est lui qui réinvente le concept de légitimité. La légitimité, c'est pas la tradition dynastique, etc. Pour lui, enfin, ça existe, hein, bien sûr, c'est à côté, c'est pas encore actif, ça peut être en puissance, mais lui, la légitimité, c'est la légitimité de l'homme qui défend la nation, donc qui lui rend un service tout à fait éminent et qui met en place les structures qui permettront le rétablissement de la démocratie, c'est-à-dire du consentement populaire, sans lequel aucun régime ne peut tenir très longtemps. Donc la pensée du général de Gaulle est une pensée de la légitimité, c'est bien entendu une pensée de la souveraineté, puisque le problème se pose très concrètement, il faut que la France retrouve sa souveraineté par rapport à la trahison pétainiste, et c'est également son œuvre, et il essaye de trouver des institutions qui permettent d'accomplir tout ça. Et en revenant, en arrivant en 1944, il trouve justement une administration qui est en mesure de fonctionner après épuration. Il y a une révolution qui s'accomplit, hein.
en 1944, avec la progression des troupes, de la deuxième DB sur le territoire libéré, à Paris également, il réinstitue la République, hein, qui n'a jamais cessé de fonctionner, qui pour lui fonctionnait à Londres. Il refuse de proclamer la République à l'hôtel de ville parce qu'il dit mais non, la République a toujours continué. Je l'incarnais dans des circonstances exceptionnelles qui faisaient qu'il ne pouvait pas y avoir d'élection, mais nous allons rétablir justement la démocratie. Donc, et des institutions qui fonctionnent. Bon, après, il y a le gouvernement provisoire, etc. Et il met en place, grâce à l'administration publique, il met en place les grandes réformes de la libération, c'est-à-dire la planification, qui est une planification avec une économie mixte d'entreprises privées et d'entreprises nationales, d'entreprises publiques. Il met en place la sécurité sociale. Et contrairement à la légende, ce ne sont pas les communistes qui ont mis en place la sécurité sociale, mais les hommes du général. Pierre Laroque, plus particulièrement, qui a été professeur à Sciences Po, que j'ai eu comme professeur à Sciences Po, débarquait de Londres. C'était un des hommes de la France libre à Londres, et il met en place la sécurité sociale, un plan général de sécurité sociale, pas complètement accompli, mais tout de même, nous sommes les héritiers de cette construction qui est grâce à la planification, qui nous permet d'abord de reconstruire le pays dans la partie détruite de la France, et puis de reconstituer un capital industriel. La France, à l'époque, même pour un enfant, l'enfant que j'étais, c'était la France de l'avion Caravelle, c'était la France du barrage de Donzère et Mondragon, etc., etc. C'était la France des premiers avions chasseurs à réaction, Mystère d'assaut, Mystère 4, qui a été un excellent avion, dit-on. Donc, c'est après des destructions très importantes, une crise de l'unité nationale qui a été épouvantable, on reconstruit, et c'est aussi la 4ème République, hein, on reconstruit le pays, on le reconstruit de façon extrêmement modernisatrice. C'est vrai que la 4ème République se préoccupe de la bombe atomique, hein, et que De Gaulle accomplit ce qui avait déjà été envisagé par les chercheurs et les ingénieurs français. Mais tout ça, il le met en perspective au service d'une politique mondiale, en liquidant brutalement les derniers moments de nos colonies. Voilà. Donc, tout ça se fait, et nous sommes les héritiers, enfin, à la Nouvelle Action royaliste, nous sommes parmi les héritiers de tout cela, à la fois d'une très vieille tradition monarchique, de l'État et de l'unité collective, et puis de la Révolution française et de cette révolution gaullienne qui a eu lieu en 1944-1945, puis d'une autre révolution qui a eu lieu en 1958, lorsque De Gaulle, justement, revient de façon tout à fait inattendue aux affaires pour permettre qu'on ait une constitution qui tienne la route et qu'on puisse mettre en cohérence tous les éléments de la dynamique nationale, si vous voulez. À la faveur d'une crise. C'est à la faveur d'une crise. Alors, est-ce qu'à un moment, De Gaulle ne trouve pas justement ses limites quant à cet équilibre qu'il a réussi à instaurer, notamment avec le patronat, puisqu'il y a un échec quand même dans son action, c'est celui de la participation. Oui, c'est vrai, il se heurte à des groupes d'intérêts Mhm. puissants, il se heurte à des oppositions au sein du gouvernement, et notamment celle de Georges Pompidou, Premier ministre. Donc, il essaye de relancer après 1968, et c'est l'échec du référendum de 1969. Donc, on peut dire effectivement que le projet de participation a échoué, mais bon, toujours quelque chose qu'on peut reprendre, Oui. en tenant compte naturellement des évolutions qui se sont produites depuis les années 60. Mhm. Voilà.
Mais l'expérience donc reste très riche Mmh. par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Et donc on en arrive peut-être alors maintenant là à un fait majeur, pour plusieurs raisons, qui est, mai 68, hein, et qui va marquer, une transition dans l'histoire, politique et intellectuelle du pays, hem, qui politiquement, commencera plutôt vers 75, hein, en termes économiques, et politiques. Mais enfin revenons à 68, d'abord. Quels sont pour vous les qu'est-ce que représente 68 mai 68 pour vous? Alors bon, Pour vous, enfin, c'est une, il y a beaucoup il y a beaucoup d'aspects à dire. dans 68. On va laisser de côté les organisations gauchistes, le rêve maoïste, etc. Tout ça est bien connu. En fait, c'est une insurrection anti-autoritaire, individualiste, qui se situe dans une dynamique de l'individualisme bien caractérisée par Marcel Gauchet. Oui, sachant qu'il y a eu aussi des mouvements ouvriers, enfin des manifestations Il y a ouvrières, eu on oublie d'usines, voilà, et effectivement, on et les vous avez oublie raison de le justement. souligner, qu'il y a une grève générale, Mmh. que les syndicats obtiennent Mmh. euh, des, euh, des accords qui sont très favorables à leur cause, et que la France n'en est pas, alors qu'on disait que c'était une catastrophe, la France continue euh, à maintenir le même axe de politique économique. Mais 68 était un moment important, bon, dans l'histoire de l'individualisme en général, et c'est donc une révolte anti-autoritaire, une Mmh. contestation de toutes les formes d'autorité qui va se prolonger dans les décennies suivantes, Donc une révolte bourgeoise déjà. dans beaucoup de domaines. C'est une révolte qui est faite par de jeunes bourgeois Mmh. qui sont très très loin des revendications ouvrières, portées par la CGT et par Force ouvrière. Mais c'est vrai que les fameuses idées de mai 68 infusent dans le corps social à un moment où la France vit en paix. Mmh. Il n'y a plus de tensions provoquées par les guerres, hein, que ce soit les souvenirs de la Deuxième Guerre mondiale ou le souvenir des guerres coloniales, qui a été Mmh. très marquant et facteur de division très importante. Là, on change manifestement d'époque et on aspire à toute autre chose dans le domaine des relations interpersonnelles, comme dans le domaine des relations avec les autorités, que ce soit les enseignants, etc. Mais le grand tournant sur le plan de la politique, c'est 1975. Comme l'a très bien dit Marcel Gauchet, c'est à ce moment-là que s'opère la Mmh. contre-révolution néolibérale, Mmh. euh, en même temps que le choc pétrolier, tout ce qui marque la fin de ce qu'on a appelé les Trente Glorieuses, Mmh. expression d'ailleurs extrêmement contestable, parce que les Trente Glorieuses, c'est quand même beaucoup une période marquée par les guerres, justement, de décolonisation en France. Mais c'est des époques glorieuses en termes de croissance économique, en termes de croissance du bien-être général. C'est encore en 1975 la société française, comme les sociétés ouest-européennes, pense toujours en termes de progression Ouais. du niveau de vie, en termes de progression sociale, Mmh. les enfants étant appelés à devenir, à occuper des fonctions plus importantes que celles de leurs parents. Et ça, c'est un mouvement qui est très ancien dans l'histoire française. Et on ne s'aperçoit pas à ce moment-là que ce mouvement-là, justement, va se casser et que la contre-révolution néolibérale est ce qui détruit justement cette idée d'un progrès bienfaisant, d'un progrès général qui n'exclut pas la lutte des classes, qui n'exclut pas les conflits, mais qui tout de même
emporte la société vers un avenir meilleur. Et ça, ça se détruit peu Mmh. à peu. On croit qu'on va, pendant très longtemps, et nous l'avons aussi cru, que c'était qu'un accident, que le, Ouais. les mesures libérales n'étaient qu'une parenthèse, que le fameux tournant de la rigueur de François Mitterrand en 1983 n'était qu'une parenthèse, là encore, qu'on allait revenir aux politiques keynésiennes, à la politique keynésienne classique, et pas du Alors tout. que c'est une révolution en fait, La c'est pente, une vente, je pense que c'est plutôt une contre-révolution. oui. Si Mmh. en 1944-45, il y a eu effectivement une révolution économique et sociale, Mmh. et une révolution politique manquée. En 1975, avec Reagan, avec Thatcher, avec ce qui commence à s'esquisser en France, eh bien, nous avons affaire à une véritable contre-révolution où il s'agit de promouvoir de plus en plus nettement les intérêts du capitalisme financier sur les intérêts du capitalisme industriel Mmh. et d'amorcer un mouvement de privatisation qui va s'amplifier par la suite sous les gouvernements de droite à partir de 86, mais aussi Sous sous les les gouvernements de gouvernements de gauche. gauche, Heu, avec notamment Lionel Jospin, champion de France des alors ça, privatisations. c'est très intéressant, enfin très important, très intéressant. Il y a deux choses dans ce que vous venez de dire, c'est bien ça qu'on appelle le néolibéralisme, Oui, c'est-à-dire un libéralisme qui s'appuie plus sur un capitalisme financier oui, qu'industriel et de production, oui. et qui donc de fait, puisqu'il est financier, et dans un contexte de mondialisation, devient un libéralisme qui n'a pas de frontières, hein, qui n'est pas cerclé par la C'est nation. cela, d'ailleurs pas, il est curieux de constater que ce sont des gens de gauche et notamment Jacques Voilà, ça c'est la Delors, deuxième chose. Ouais. qui, militent pour la circulation Mhm. libre des mouvements de capitaux, en pensant, que ça va favoriser l'internationalisme, alors que ça favorise simplement la spéculation mondiale, et les immenses profits accumulés par le capital. Mais ça, c'est un mouvement qui commence avec l'élection de Giscard d'Estaing. Heu, Nous l'avions relevé, à la suite d'un économiste peu connu qui s'appelle François Morin et qui avait expliqué que dans un livre, qui avait expliqué que la lutte entre, Giscard d'Estaing et Chaban-Delmas, c'était la lutte entre 2 formes de capitalisme. Un Mhm. capitalisme industriel, très dirigé par l'État, Mhm. qui était le modèle gaullien, n'est-ce pas, Mhm. d'économie mixte, et puis un capitalisme financier qui voulait justement s'affirmer au détriment du capitalisme industriel. Pourquoi? Parce qu'on gagne beaucoup plus d'argent en spéculant, Mhm. on en perd aussi beaucoup plus, mais ça, bon, il l'oublie, qu'en investissant dans des industries Mhm. lourdes qui demandent du temps pour qu'il y ait une véritable rentabilité du capital investi. Mais vous dites que ça commence en effet sous Giscard, donc ça correspond à en Angleterre, à l'époque thatchérienne, et Reagan aux États-Unis. Ça commence avec des gens, des personnalités politiques de droite, mais je dirais que moi, que ça s'accélère avec des personnalités de gauche, mais de cette deuxième gauche, Oui, progressiste, oui, et des personnalités politiques comme Tony Blair ont accéléré ce bien mouvement de sûr, façon... mais c'est vrai, Tony Blair, bien sûr, après il y a eu la social-démocratie allemande, mhm. les réformes Hartz, Partie plus 1, 2, récemment, 1, 3, 2, ouais. 3, et cetera. Et en France, nous avons eu des gouvernements socialistes qui finalement, avaient renoncé Mhm. à toute forme de socialisme en disant: «On n'y peut rien, il faut simplement compenser, les effets négatifs du capitalisme Par la financier et redistribution. par de la redistribution, cette espèce d'infirmerie sociale, Mhm. sur laquelle on a essayé de survivre en Qui est fait. financé par la classe moyenne, donc, par ailleurs, en gros, tout Financée repos. par, la classe moyenne, financée par, oui. Alors après, on est entré dans un système extrêmement pervers de baisse d'impôts, sur les plus Voilà, aisés et de voilà. baisse d'impôts sur le capital, heu, tout en essayant de compenser, les désastres du libéralisme économique dans les classes moyennes et populaires par, un certain nombre d'aides, de subventions et cetera, Mhm. qui font que,
le climat social, afin que le climat social ne soit pas trop perturbé. Voilà. Ça a D'où, bien des marché d'ailleurs. déficits dont on Mmh. n'arrive pas à sortir parce Ouais. qu'on est dans une impasse, on est Mmh. obligé Mmh. de distribuer massivement de Pour pas l'aide avoir la rue, sociale pour qu'on n'ait pas tout derrière. le temps des Mmh insurrections mh. et en même temps, on ne peut plus, Financer ça. financer parce qu'on baisse des impôts qu'on ne devrait pas baisser pour faire plaisir Ouais, aux amis de l'oligarchie, dominante. et Donc l'offshore aussi, hein. Il y a beaucoup de d'argent qui part offshore. c'est une impasse qui est complète et nous sommes entrés dans cette impasse progressivement à partir de 1975 Mmh. avec, le développement d'un certain nombre de mythologies, la plus célèbre étant celle de la mondialisation heureuse, Oui, mmh. développée par Alain Minc. Maintenant, on s'aperçoit Qu'on que n'entend plus c'était, beaucoup. on l'entend encore un petit Peu, 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 il dit oui. beaucoup de mal de Macron maintenant, il est Oui, c'est très oui, déçu, oui, oui, il est voilà. déçu, il est déçu. Heu, Il fait le boulot mais, pourtant, mais c'est pour lui. Ouais. c'est Mmh. un mythe qui a été extrêmement important, qui s'est couplé au triomphe d'internet et Mmh. bon, il y avait une formule: «À l'heure d'internet et de la mondialisation, on ne peut plus penser comme on a pensé». Mmh mh. Donc c'était la fin des nations, c'était la fin de l'ordre international, autour des États nationaux, c'était la fin de tout Mmh mh. et on s'aperçoit aujourd'hui que, bah, non, c'était pas vrai, que cette mondialisation a été une parenthèse dans, l'histoire du capitalisme et dans l'histoire des sociétés, occidentales. Voilà. Alors, Ouais. mais tout ça, il a fallu le penser, en étant soumis à de fortes contraintes, Mmh mh. parce que tous les médias, la enfin, Mmh il y a mh. une pensée dominante qui fait qu'il est difficile, de s'exprimer, et d'être entendu quand on ne dit pas, quand on est hétérodoxe Mmh mh. justement et le travail de la nouvelle action royaliste, ça a été justement à partir d'une, tradition, dirigiste, disons le mot, Mmh mh. keynésienne. Planificatrice, oui. Heu, j'ai appris Keynes à Sciences Mmh mh. Po, et sa pensée m'a profondément Mmh. marqué, ensuite, nous avons beaucoup, été influencés par François Pérou, qui Mmh mh. était un très grand économiste du XXe siècle, une œuvre tout à fait considérable que nous avons beaucoup étudiée. Mais Nous avons ceci dit, essayé de résister justement ouais. à ce qu'on appelait, libéralisme économique, idéologie du marché. On n'y a jamais cru une seconde, mais c'était difficile de faire valoir, notre point de Mais vue. c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup aussi de contradictions, parce que François Pérou, était en effet pour la planification, pour, l'élaboration en plus de projets économiques, d'un projet collectif général. Mais, il était plutôt, à penser que tous ces projets ne sont viables qu'à l'intérieur d'ensembles plus vastes, que les nations. Oui, La mais taille enfin, des les nations ne disparaissent absolument pas. Les États, il a écrit un livre qui s'appelle «Pouvoir et économie», mmh, donc pour lui, le pouvoir politique est une institution qui est tout à fait majeure dans le développement économique et surtout, la pensée de François Pérou, c'est pas du tout un économisme, c'est un économiste mais c'est pas un écono il n'a pas une pensée, absolutiste sur d'accord. l'économie. Mmh mh. Heu, le, sa grande, l'axe de sa pensée, enfin et qu'il exprimait en termes de slogan, c'est, «Nourrir les hommes, soigner les hommes, libérer les esclaves». Donc on est très, très loin des Oui, bien sûr. prescriptions Mmh. de l'économie libérale Mmh. et Mais donc il disait ça dans les années 50, il ne pouvait pas prévoir ce que ça voulait dire, la globalisation, ah les bah, excès, et ses excès, donc peut-être aussi il n'avait pas il a non, et il a pensé effectivement, il a pensé des ensembles, ouais, ouais. mais nous, là aussi, nous lui sommes redevables. Nous nous référons à l'Europe sans rivage Oui. et Mmh mh. c'est un concept de François Pérou, Mmh mh. justement. Mmh. Pour lui, l'Europe telle qu'elle existait, l'Europe du marché commun était une Europe étriquée. Mmh. Il a écrit, il a consacré beaucoup de pages à la coexistence pacifique,
C'est 2 volumes dans son œuvre, justement, où il analyse les systèmes de ce qu'on appelait à l'époque le monde libre Mmh. et le système soviétique. Mmh. Donc il a une pensée très ample et très prospective, mais elle n'annule jamais les États nationaux, D'accord. Mmh. euh, très, très, très nettement. Et donc, cette pensée a été effectivement rejetée en même temps que celle de Keynes. François Pérou disait qu'il voulait généraliser la théorie générale de Keynes. Bon, donc c'était un projet très très ample effectivement, mais tout cela a été balayé par les penseurs néolibéraux et les préoccupations de Keynes et de Pérou ont disparu du champ. Voilà. Mmh. Mais bon, nous avons continué avec un certain nombre d'autres économistes également. Je pense à Jacques Sapir, Mmh. aujourd'hui également à toute une jeune génération d'économistes. Nous avons continué à penser euh, l'économie politique non, et non pas la science économique. Mmh. Pérou disait il y a une économie d'intention scientifique. Mais bon, c'est pas une science. De toute façon, quelque chose qui fonctionne sur le désir ne peut pas être scientifique. Les désirs, ils sont variables, ils sont infinis, ils sont variables, etc., etc. Donc, nous avons essayé de penser une économie politique et une politique économique qui s'inspirerait justement des grands thèmes de l'économie politique. Bon, mais l'économie, elle est toujours politique, elle est toujours inscrite dans un système étatique et dans un système de pouvoir en tout cas, elle a des visées qui sont nécessairement Mais politiques. aujourd'hui, elle souhaiterait s'en affranchir, ou en tout cas que le politique soit à son Toujours. service. Alors, tous les courants actuels, Mmh. qui sont d'ailleurs qui dépassent le néolibéralisme, les courants libertariens, Mmh. les courants le mercantilisme de Trump, Mmh. c'est des courants effectivement qui veulent s'affranchir du politique. Ils sont négateurs de l'État. On verra les dégâts qu'ils peuvent Mmh. commettre et les nécessités après d'arrêter. Si l'Amérique veut rester une puissance, il faudra bien qu'elle conserve un État. Sinon, ça Je sera vraiment très j'ai problématique. l'impression que c'est un peu, hybride, hein. Il y a une négation de l'État et oui et Tout non. c'est hybride, il y a des Oui. contradictions entre Trump, qui représente une tradition mercantiliste, Mmh. moins d'importation, plus d'exportation, Mmh. etc. Et la dynamique du capitalisme, d'un capitalisme extrêmement prédateur, Mmh. qui se contrefiche de la concurrence, du libre-échange et de tous les principes néolibéraux sur lesquels Bah, à la limite, oui. l'Union européenne est fondée, hein, ce qui va poser Oui, des mais là, le problèmes. libre-échange a vu on en a vu les dérives aussi, donc Ah non, non, mais peut-être, ça, il y a plusieurs conceptions du protectionnisme. mmh. Nous sommes effectivement partisans d'une protection de l'activité économique nationale, mais pas à n'importe quel prix. Mmh. Et c'est comme la question monétaire. Nous estimons qu'un jour ou l'autre, on sortira de l'euro, mais on ne peut pas se contenter de cela. Mmh. Il faut également résoudre les questions majeures posées justement par le capitalisme. Et on les résout en nationalisant et en planifiant. Pas tout, mais on nationalise les secteurs clés en fonction des grandes tendances Ouais. de l'époque et on organise une planification pour savoir où on va. Mais la Voilà. finalité du capitalisme, c'est le libre-échage absolu, ce vers quoi on va. Ben, non, la finalité du Et capitalisme, c'est le profit. oui, mais le Mais libre-échange, justement absolu, c'est aussi, oui, maximiser les profits et alors les coûts, donc là, c'est un débat qui s'ouvre, hein, qui a mmh. été ouvert là récemment par 2 ouvrages d'historiens de l'économie et d'économistes sur les nouveaux aspects du Mmh. capitalisme, qui, heu, en fait, de plus en plus s'affirment contre les principes de libre concurrence et se moquent du libre-échange, etc. Paradoxalement, oui, 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 actuellement, mais oui. C'est c'est un peu compliqué, nouveau. oui. Mais c'est pas Enfin, le libre-échange c'est qui une aujourd'hui tendance qui est en train de se révéler
beaucoup plus précisément avec justement ce qui se passe aux États-Unis Mmh. sous l'égide de Trump, qui représente un vieux capitalisme, et sous l'égide de Musk, qui représente une autre forme. Bon, donc il y a des débats. En tout cas, nous avons, grâce aux économistes sur lesquels nous avons pu nous appuyer, nous avons essayé d'abord de comprendre ce qui se passait, de voir les limites du discours dominant sur le marché, sur la mondialisation, etc., et de penser à un programme de reconstruction de l'activité économique européenne, mais aussi des échanges intra-européens, au sens de l'Europe sans rivage, donc une Mmh. Europe extrêmement large. Nous avons essayé de penser ça selon les catégories justement de la politique. Mmh. Mais la politique est entrée, enfin, ou plutôt le politique, la fonction politique est entrée en crise également dans les années 75-80. Parce qu'il y avait cette crise cette contestation radicale de l'autorité, née de la mouvance de 1968, parce qu'il y avait la progression du néolibéralisme qui disait tout est économique, Mmh. faut être rentable, compétitif, faut faire des profits, et c'est comme ça qu'on sera heureux, hein. Et peu à peu, la gauche a été emportée par ça, et aussi la droite qui avait une tradition dirigiste, hein, Mmh. très, très nette. Non, c'est Tout un le monde a raz-de-marée, sur tous pensé les partis, que, oui. bah oui, ça serait plus facile de faire comme ça, en déléguant le maximum Mmh. à l'Union européenne. Mmh. Donc, on a essayé de formuler une pensée critique contre cela, tout en réfléchissant par ailleurs à l'économie politique en tant que telle, à ce que ça signifiait, une économie des besoins, une économie des désirs, etc. Donc, il y a bon, beaucoup de débats. On s'est beaucoup intéressé euh, l'anthropologie américaine, l'anthropologie girardienne, Mmh. etc., etc. Bon, on ne peut pas tout résumer, Mmh. mais il est vrai qu'on a essayé de penser aussi complètement que possible le monde dans lequel nous étions en train d'évoluer et qui changeait par à beaucoup d'égards. Mmh. Il y a eu 68, il y a eu le tournant de 75, il y a eu la chute de l'Union soviétique et la mondialisation telle qu'elle s'est développée à ce moment-là. Et maintenant, on vit encore un autre tournant, à la fois dans l'histoire du capitalisme et dans l'histoire des relations internationales, qui redevient d'ailleurs une histoire des relations internationales et pas quelque chose une histoire de bloc idéologique comme au temps de la guerre froide. Alors justement, le personnage de François Mitterrand, qui était proche Oui, du fait monarchiste, comme nous l'avons dit précédemment, il a, en tant qu'homme de gauche, est-il vraiment un homme de gauche? C'est aussi un débat, mais 83, tournons de la rigueur. Ça dure très peu de temps, en tout cas, bah, la gauche chez Mitterrand. ça dure très peu de temps parce qu'ils perdent les élections. Et ils Oui, les perdent bien parce sûr. que, à cause Mmh. du tournant de la rigueur. Oui. Quand c'est ce qui est frappant et ce que montre bien Frédéric Farah dans un de ses livres, c'est qu'en 1981, avec les nationalisations, la gauche le gouvernement de gauche a entre les mains un appareil étatique considérable, Mmh. un appareil public. Et Et ça a fait peur, j'imagine. C'était, la peur, non, elle ça n'a pas fait peur parce que la France a une tradition qui est celle-là, qui est une tradition dirigiste. Donc on nationalise, ça fait hurler la droite, bah, la etc. bourgeoisie d'affaires, oui, Mais ça va c'était surtout la peur faire du besoin. communisme. Et c'est ça, oui, Bon, bien sûr. mais peu à peu, on s'en doutait quelque peu, et on le disait, que c'était pas grave le communisme parce que justement, le Parti socialiste était en train de dominer le jeu. Mmh. Et c'était également un bouleversement par rapport à la quatrième République. Donc, simplement, ils avaient entre les mains cet appareil, cette puissance publique considérable qui leur permettait de résister au vent dominant Mmh. anglo-saxon de libéralisme, Ouais. et ils n'en ont rien fait. Ils ont pensé que la modernité, c'était de faire comme les autres. Mais Mitterrand n'était pas un grand économiste, c'était Ah pas un non, pas du sujet tout. qu'il maîtrisait très Euh, bien ou qui non, non. l'intéressait, non? Alors, Mitterrand était un homme qui avait fait Mmh. sa culture universitaire
sous la Troisième République, à une époque où on n'enseignait pas l'économie, Mhm. où ce qu'on enseignait, c'était pas bon, c'était un Oui. libéralisme bêta. Mhm. Euh, le Keynes, Marx même, on me l'a dit, hein, que Marx, ça l'embêtait, que Keynes, je pense qu'il n'a pas lu. C'était un littéraire. Ouais, c'était un Et là, il littéraire, connaissait ouais. très bien. C'était pas un philosophe. Il avait une culture très très littéraire, très Mhm. française, très européenne. Mhm. C'est très bien, c'est très admirable. Seulement, voilà, Pour présider un le pays, problème, voilà, c'est pas suffisant. il y avait des choses qu'il connaissait parce que c'était un homme d'État. Il voyait l'importance de la monnaie. Bon, il a tout raté dans ce domaine, nous en avons déjà parlé, mais il avait compris qu'il y avait quelque chose là qu'il fallait pas laisser passer, qu'il fallait essayer de contrôler, la monnaie. Il voyait des choses comme ça. Mais lui et son entourage avaient un travers tout à fait français qui est de considérer qu'on s'en sortira toujours Ouais, parce qu'on a des amis bien placés à ouais. l'étranger. Bon, Bon, à l'époque, en c'était encore, Europe, oui, ouais. au FMI, Ouais. etc. Mhm. Et c'est pas vrai. Mhm. C'est pas vrai. On a eu que des déceptions. Et voilà, et on se retrouve dominé par d'autres, par les Alors, Allemands notamment. oui, les Américains, il avait eu cette phrase qui est citée dans le livre de Georges Marc, Mais d'amour, est-ce que c'est une phrase, est-ce que c'est une phrase réelle, enfin, pensée réelle, qui est de dire, vous ne le savez pas, mais nous sommes en guerre, c'est une guerre extrêmement violente, une guerre inconnue, une guerre économique, et c'est une guerre à mort avec les Américains. C'est vrai, oui, il ne m'a pas dit ça, mais c'était un souci. Seulement, je crois qu'il a compris effectivement que Mm. à l'époque, il y avait un impérialisme américain qui était quand même très faisait beaucoup de pression. Il n'avait pas l'audace de De Gaulle. Mm. C'est-à-dire qu'il préférait composer, Mm. comme toute la gauche d'ailleurs, il préférait composer avec les puissances Mm. financières, économiques, géopolitiques, plutôt que de les affronter Bien sûr. directement. Mm. Et ça a été une très très grande erreur. L'idée qu'on s'arrangera toujours, qu'on s'arrangera avec les Allemands, Mm. qu'il faut faire comme eux, qu'il faut accepter leur politique de rigueur, leur faire Il n'avait peut-être plaisir. pas compris la Après, violence de ce ils, changement, ils, hein. Il n'avait n'ont- pas. ils ont pensé que finalement, et puis il y avait beaucoup de mépris des Allemands aussi, hein, Mhm. bon, pas capable de penser vraiment la politique avec finesse, tout ça. Mais malheureusement, les Allemands, ils appliquaient leur ligne, Mhm. et nous, on négociait, on passait des compromis. On l'a fait pour la Yougoslavie, on l'a fait pour l'économie, on a passé des compromis avec les Américains. Voilà. Et Mhm. on se retrouve finalement affaibli, Mhm. sans aucun gain, tout en continuant à penser que, bon, ben, comme un joueur, on va se refaire. Oui, tout à fait. Alors, quelques mots peut-être justement sur la pensée de Marcel Gauchet, sur toute cette évolution. C'est quelqu'un qui a quand même Oui, suivi de près bah, toutes c'est-à-dire ces décennies. que Marcel Gauchet nous a appris à comprendre beaucoup de choses, l'individualisme dont je parlais tout à l'heure, mais aussi la sortie de la religion. Mhm. Et de Il y a plus l'hétéronomie, d'une comme vous disiez. trentaine d'années maintenant, il a écrit le Désenchantement du Oui, monde, ouais. et il a expliqué comment l'Europe et la France sortaient de la religion, et que c'était un événement absolument majeur, Mhm. puisque c'était un corps de référence qui était en train de s'effriter et qui maintenant a quasiment disparu. Et puis, bon, il a vu aussi en même temps se décomposer le communisme, et donc les deux grandes religions françaises, Mhm. avec chacune leur Rome, n'est-ce pas, l'une à Moscou, l'autre au Vatican, et tout ça a disparu. Et ça a été, et c'est, des phénomènes de très très grande importance, dans la mesure où tout un système de référence s'est effondré Mhm. pour une très grande partie de la population. On était soit catholique, soit communiste, mais rarement autre chose. Mhm. Bien sûr, il y avait d'autres traditions, mais c'était vraiment les deux traditions dominantes.
avec leurs rituels, avec leur sociologie, avec beaucoup de choses. Leur compréhension mutuelle aussi, hein, il ne faut pas croire à deux mondes complètement séparés. Puis il y avait eu la résistance, où ils s'étaient bien connus, et les camps de concentration, Mmh. où ils s'étaient entraidés. Donc tout ça a été important et a composé un paysage qui a disparu. Ouais. Mmh. En même temps que certaines fractions de la bonne société de gauche, notamment, s'employaient à détruire l'héritage de la résistance, Mmh. l'héritage historique, l'histoire même de la résistance a été mise en cause par des films, enfin, par l'interprétation qu'on a donnée du chagrin et la pitié, Ouais. notamment par un certain nombre de livres sur le syndrome de Vichy, etc. Tout ça a été employé consciemment par un certain nombre de personnes influentes L'idéologie euh, française, pour, Bernard voilà, l'idéologie Bernard française de Lévy, Bernard-Henri Lévy aussi, Mmh. pour déconsidérer à la fois la tradition gaulliste et la tradition communiste, qui étaient les deux grandes traditions de la Alors dans quel résistance. but? Dans le but de cette construction Dans le, européenne, dans le but de détruire l'idée nationale, Mmh. d'en finir avec le patriotisme français, réputé ringard, désuet, tout ce que vous voulez, et il fallait dépasser ça. Alors Lévy a rajouté sa touche en disant que l'idéologie française était une idéologie fasciste, Mmh. qu'elle l'avait toujours été, ou la matrice des fascismes, en s'appuyant sur des thèses extrêmement contestables. Il est venu à l'ANA expliquer ça, il Ouais, s'est c'est fait peut-être pas le bon endroit. démolir. Il s'est fait démolir parce qu'on lui a quand même rappelé Bernanos, Ouais, qu'un certain nombre oui. de penseurs avaient au contraire été hostiles au fascisme, au franquisme, etc., etc. Bon, Les penseurs chrétiens, mais il est vrai que ces idées-là ont complètement infusé ah oui, dans ils sont toujours là. le milieu qui fait l'opinion, dans l'intelligentsia, dans les médias, et que effectivement, il y a eu un rejet du patriotisme, en fait, au nom de l'Europe, au nom de Mmh. l'Amérique, au nom de tout ce qu'on veut, qui a fait que beaucoup de gens se sont reportés vers le Front National parce que justement ils brandissaient des drapeaux français, ils disaient qu'ils étaient, etc., etc. Bon, donc voilà, ça a été un mouvement très important, plus l'appauvrissement de la, C'est ça, le Front de la national a population. brigué, enfin a ramené 2 Oui, populations, ceux que vous venez de désigner et puis la gauche, les déçus de la gauche. bien sûr, De la gauche, non des gens qui votaient progressiste mais communistes, républicaine. Mmh. simplement le vieux fond patriotique français, Mmh. y compris des anciens de la résistance, n'est-ce pas, Mmh. qui sont allés vers Jean-Marie Le Pen parce qu'ils pensaient qu'il sauverait les valeurs, comme on Mmh. dit, patriotiques, alors que les autres les abandonnaient, et tout particulièrement le RPR, Jacques Chirac, etc., Mmh. qui se ralliaient sans aucun état d'âme au libéralisme que leur tradition avait naguère combattu. Mmh. Alors, donc en avril 24, Marcel Gauchet signe, avec 50 personnalités, je crois, l'appel, pour un référendum sur le tour de vis fédéraliste de l'Union européenne. Oui, j'ai signé cet appel, oui, oui, Mmh. tout à fait. Euh, oui, parce que justement, nous faisons partie de ce courant qui, premièrement, n'a jamais cru à ce qu'on a appelé construction européenne au sens de l'intégration européenne et dans une fusion Mmh. de toutes les nations. Et nous avons toujours pensé le plus grand mal d'un fédéralisme qui est en fait impossible, Mmh. ou qui est possible à des raisons autoritaires. Comme justement, le paradoxe, c'est que tous ces gens se réclament de l'Europe, mais que l'un des plus grands penseurs de l'Europe, qui s'appelle Emmanuel Kant, homme des Lumières, Mmh. eh bien, disait que l'Europe ne pouvait avoir qu'une structure confédérale, en gros. Bon. Et que
sinon, la fédération, ou bien elle est trop lâche et tout le monde s'en va, ou bien elle devient très dure, il n'y a plus de liberté. Ouais, Et on ne trouve pas juste au milieu, ouais. quand il s'agit de nations Mmh. constituées, on ne trouve pas de bonnes solutions. Alors ils ont inventé des concepts qui ne signifient rien, fédération d'États-nations, etc., qui ne voulaient rien dire. Mmh. Simplement, ils ont toujours, enfin, Delors, les autres, encore aujourd'hui, beaucoup essayent de nous traîner vers une trappe fédéraliste dont Mmh. on ne pourrait plus sortir. Ouais. Bon, probablement, ça va encore justement essayer de se jouer avec les nouveaux entrants dans l'Union européenne, avec les questions de défense. Il y a des tentatives en ce sens. Et naturellement, il faut s'y opposer. Et on ne voit pas comment on pourrait ne pas organiser un référendum pour poser au peuple français la question de savoir ce qu'il l'entend, de ce qu'il entend par construction européenne. Mmh. Voilà. Donc, bien sûr, et ça, c'est le travail critique que nous avons fait avec beaucoup d'autres, est un travail qui remonte aux origines même au début de la nouvelle action royaliste, tout en pensant justement à une Europe sans rivage, une Europe continentale, reliée parce qu'il y a la francophonie, parce qu'il y a toutes les relations de la France avec le monde, reliées au monde extérieur, n'est-ce pas? Mmh. Il ne s'agit pas non plus d'isoler le continent européen Évidemment, ça a jamais été le cas. dans quelque chose. Donc une coopération souple entre des États souverains. Voilà, et ça, bon, nous ne sommes pas heureusement les seuls à penser de cette perspective, qui est celle, encore une fois, du général de Gaulle. Alors, en quoi Gaucher serait notre Hegel? Parce il a fait de façon plus souple que Hegel, d'ailleurs, il a fait une véritable histoire de l'Europe moderne, de son mouvement dialectique. Mmh. Je crois que chez Gauchet, ce qui a d'hegelien, c'est la dialectique, Mmh. c'est-à-dire le travail des contradictions, le travail du négatif dans un mouvement qui paraît positif, Mmh. les mouvements de fond qui, justement, font évoluer l'histoire. Mmh. Mais bon, Gaucher ne croit pas à un état absolu qui serait qui marquerait la fin de l'histoire. Non, mais simplement, il y a ce mouvement dialectique de très très grande ampleur qui nous permet de saisir à la fois le libéralisme européen au sens politique du terme, mais aussi les totalitarismes. Le livre de Gaucher sur les totalitarismes est de très très grande importance pour la compréhension de ce phénomène qui maintenant est révolu, n'est-ce pas? On parle d'Hitler, etc., mais c'est fini. On ne revivra plus, heureusement d'ailleurs, Ah, cette époque de construction de systèmes totalitaires avec une idéologie dure, un guide, etc., un parti unique. pourtant, on n'en fait que de nous en menacer du On nous retour. berce avec... Non, mais Ce c'est... qui permet de, voilà, de de D'ailleurs, c'est stériliser très les débats. dangereux Mmh. pour les jeunes générations qui écoutent ça, peuvent très bien se dire, ah Mmh. bon, bah, si c'est Trump, c'est Hitler. Hitler, c'était pas bien grave, hein. Et en plus, ça oui, ça peut Bon, avoir l'effet un inverse, oui. type un peu excité, qui prend des initiatives inattendues, si ce n'est que ça, l'hitlérisme. Bon, euh, non, il faut manier les exemples historiques avec La prudence. comparaison est Personne intéressante, oui. Mmh. ne veut faire ça, donc on ressort tout le temps Munich et tout le tremblement. Mais bon, Gaucher, et surtout Gaucher essaye de comprendre la modernité dans tous ses aspects Mmh. économiques, sociologiques, religieux, et essayer de voir comment justement on peut continuer à vivre ensemble Mmh. dans le monde moderne. C'est là où il est très critiqué par la gauche, c'est qu'il refuse de ne prendre en compte que le milieu socio-professionnel. Oui, mais comme la gauche ne l'a pas lu, c'est pas Oui, mais quand on pour une certaine gauche, dès qu'on dépasse, la critique purement, enfin l'aspect purement économique et socio-professionnel, on est déjà fascisant.
Oui, oui, Gaucher a oui, été non, quand même interdit de mais présence je à me souviens des... très bien qu'il a été interdit aux Journées d'histoire de Blois, critiqué comme chef d'un courant réactionnaire qui n'existe pas, en Mhm. tout cas certainement pas autour de lui. Mais Euh, parce qu'il parle de culture, en fait, aussi. Parce qu'il parle de la non, mais civilisation. et C'est déjà Gaucher le parle de reproche principal. politique. Gaucher réfléchit sur le politique, Mhm. il réfléchit sur la démocratie, il a réfléchi sur les droits de l'homme de façon Mhm. extrêmement pertinente. Naturellement, il n'a pas fait plaisir au moment où tout le monde parlait de droits de l'homme. Il a écrit ce texte majeur, les droits de l'homme ne sont pas une politique. Mhm. Ça ne veut pas dire qu'il faut les récuser. Ça veut dire que c'est bon, on ne peut pas Ouais. construire une politique uniquement sur les droits de l'homme. Bon, on voit bien les impasses de l'humanitarisme, de beaucoup de choses. Donc, mais Gaucher n'est pas un réactionnaire au sens où il n'y a pas de regret du passé Mhm. pour lui. Ce qu'il décrit du passé monarchique, de la construction de l'État, etc., il n'y a pas de regret. Il voit évoluer les choses, il essaye de montrer comment elles évoluent et comment finalement la modernité n'a pas détruit l'État. L'État est resté par en dessous comme infrastructure, Mhm. alors que l'économie devenait une espèce de superstructure, donc l'inverse du marxisme banal en tout cas. Maintenant, on a l'impression que les États reviennent, Mhm. enfin, reprennent de l'importance, en tout cas diplomatique, qu'on est sorti justement de cette logique des blocs et de cet esprit fusionnel. Euh, donc voilà, c'est un très grand apport et on est toujours heureux de le recevoir justement pour poursuivre une conversation qui dure depuis Depuis plus de longtemps. 30 ans, n'est-ce Ouais, pas? ouais. C'est quelque chose d'avoir vu se constituer une œuvre Mhm. et de pouvoir parler avec l'auteur de cette œuvre Mhm. et éventuellement de lui porter la contradiction, mais aussi de recevoir ses propres critiques Mhm. qu'il émet quant à notre projet. Voilà. Euh, Alors, on va évoquer certains donc des figures intellectuelles qui sont importants pour vous, et peut-être terminer sur le personnage de Coralie Delhomme qui nous a quittés, euh, qui a effectué je dirais une analyse critique de l'Union européenne telle qu'elle est, très courageuse et très profonde. Est-ce que vous voulez dire peut-être quelques mots sur justement la personnalité de Bernanos, par exemple, pour continuer, pour commencer sur... bah, oui, il faudrait ajouter voilà, que on a parlé de quelques auteurs, quels sont... on a beaucoup de références, je vais très vite les citer pour Oui, qu'on puisse nous repérer. bien sûr. Euh, il y a effectivement des références qui sont plutôt littéraires et philosophiques. Bon, il y a Bernanos, il y a Maurice Clavel, dont on n'a Mhm. pas parlé, Oui, bon, mais qui justement, a on allait en été parler. très important pour Mhm. nous parce que c'était à la fois l'homme de la résistance, Mhm. enfin, il a participé à la libération de Chartres, ça a été une des figures de mai 68, Mhm. mais il a essayé justement de repatriotiser Oui. l'ultra-gauche Mhm. de l'époque et il avait une perspective quant à la France qui était importante pour nous. Mais nous avons beaucoup appris de divers courants historiques, et notamment du courant de François Furet, de Patrice Guénifet, euh, quant à la compréhension de la Révolution française. Mhm. Euh, Bien sûr, un historien de l'État comme Arnaud Tessier est quelqu'un de très important pour nous dans ses biographies de grands personnages, dans son histoire de l'État Mhm. qu'il constitue de livre en livre. Claude Bruyère, Il y vous a, aviez alors il y a un l'importance de Claude apport Bruyère. très important pour nous, c'est celui de Claude Bruer, qui est mort très jeune, qui était professeur à la Sorbonne, qui a écrit un livre qui s'appelle La raison politique, qui est un des fondements de la pensée politique de la nouvelle action royaliste. Alors je ne peux pas le présenter aujourd'hui, mais c'est quelqu'un qui
La raison politique est un livre qui a été publié en 1974 et qui est une référence majeure. Justement, bon, Bruer est un philosophe qui est hegelien, c'est un hegelien chrétien et un penseur du pouvoir, bon, et de la dialectique des différentes modalités du pouvoir politique. Voilà, donc ça c'est très important. On a beaucoup appris de Blandine Kriegel, Mhm. qui est une historienne et une philosophe du Philosophe, ouais. droit. C'est elle qui nous a aidé à comprendre la République. Euh, on a beaucoup appris de Régis Debray, Oui, un euh, compagnon de route, qui oui. est un ami depuis très très longtemps. Et Régis Debray est justement un de ceux qui ont défendu l'idée même de la République. On est proche du courant qui a essayé de bien comprendre la laïcité, Mhm. au-delà de toutes les polémiques. Il y a plusieurs livres qui ont été publiés récemment, dont celui de Lucien Jaume, Mhm. qui est un historien du jacobinisme, de la Révolution française, du libéralisme, etc., qui nous a là aussi beaucoup apporté. Donc, on pourrait. L'influence de Raphaël Drey a été très importante quant à Sur... la compréhension de la pensée juive du politique Mhm. et de la pensée juive de la justice. Donc là aussi, un apport tout à fait important. J'ai parlé un peu d'anthropologie, j'ai parlé des économistes. Alain Suppiot, également, Alain ouais. Suppiot est une référence tout à fait majeure quant au droit social, quant à la Mondialisation, ouais. critique de l'Europe des normes. Euh, Nous, lui, notre dette à son égard est tout à fait importante également. Et nous sommes fort heureusement, nous avons pu le recevoir récemment pour une conférence. Voilà, donc nous essayons de travailler avec les courants les plus porteurs de la pensée contemporaine. Alors, vous travaillez de façon assez proche ces derniers temps avec Jacques Sapir. Oui, Je veux dire, c'est des personnes qui sont devenues de façon régulière au mercredi de l'ANA. Hein. Jacques Sapir, Marcel Gaucher, bien sûr, Bernard Bourdin. oui, d'ailleurs, j'ai animé un débat qui avait pris naissance au mercredi de la Nare entre Bernard Bourdin et Jacques Sapir sur la laïcité, et nous en avons fait un livre il y a quelques années aux éditions du Cerf. Mhm. Et le débat, bien sûr, avec Jacques Sapir continue. Bernard Bourdin, théologien catholique, nous apporte également, dans le respect de notre neutralité religieuse, parce Mhm. que la Nouvelle Action Royaliste est un mouvement qui est neutre Mhm. sur le plan religieux, dans la mesure où il y a chez nous des militants et des sympathisants de toutes les religions et de toutes les formes d'absence de religion. Mhm. Donc, Sur la laïcité. Euh, oui, nous sommes très soucieux de défendre la laïcité dans une perspective, quant à nous, de neutralité religieuse, ce qui ne nous empêche pas de nous intéresser Aux aux faits religieux. différentes Mhm. Mhm. religions qui existent sur le territoire national. Naturellement, nous pensons, nous essayons d'envisager l'avenir de notre pays, de l'Europe, l'avenir des relations internationales dans une époque particulièrement bousculée où toutes les notions qu'on a serinées dans les médias se révèlent désuètes tout Mhm. d'un coup, que ce soit la fameuse protection, le fameux parapluie nucléaire américain qui a toujours été très aléatoire, que ce soit même des relations internationales qui ne se Mhm. conçoivent plus en termes simplement économiques dans le cas de la mondialisation, mais ce sont des relations politiques avec des alliances d'États qui sont variables en fonction des nécessités du moment. Pour cela, donc, il nous faut continuer à penser avec d'autres parce qu'on n'a pas la science infuse,
que nous devons nous appuyer sur des études solides, Mmh. véritablement méditées, sur des chercheurs qui ont fait leurs preuves. Alors nous avons bien sûr tous nos amis, ceux qui malheureusement ont disparu, mais qui Alors, ont toute leur œuvre, ceux qui sont parmi nous et qui continuent à travailler. Et puis il y a toute une jeune génération génération. de chercheurs dans tous les domaines Mmh. qui nous intéressent beaucoup, avec lesquels nous sommes en sympathie et qui vont nous permettre heu, D'avancer, de de continuer à OK. essayer de comprendre le monde et de former un programme en fait Mmh. de reconstruction de la nation Ah, française. c'est Parmi tous ces j'adore. amis, il y avait Oui. Coralie Delhomme, qui était, une de nos espérances parce Mmh. qu'elle était, elle avait ses premiers livres, montraient, le sérieux de sa réflexion, l'ampleur de sa réflexion et elle était en train. Nous pensions qu'elle allait, beaucoup apporter Avec des à titres n très forts, hein, à la la fin de l'Union fois européenne, oui, le la fin de le sur couple la fin de franco-allemand l'Union n'existe pas. européenne, voilà, elle a eu le courage Mmh, c'est d'affirmer à une époque où tout le monde, parlait du couple franco-allemand, en oui. France en tout cas, Mmh. pas en Allemagne, mais que ce fameux couple n'existait pas et bon, ça on s'aperçoit qu'elle avait bien raison. Donc mais malheureusement, elle a disparu très tôt. Ça a été un grand choc, une tristesse pour nous parce que, d'abord nous l'aimions beaucoup comme Comme personne personne. Mmh. et parce que nous avions, nous voyions pour elle, un très bel avenir Mmh. dans le domaine de la réflexion en vue de cette, reconstruction Mmh. de la nation dont nous avons et des relations internationales de la France dont, qui est dans notre souci. Et d'ailleurs, elle voyait en l'Union européenne, disait-elle, dans l'ADN de cette construction européenne, un exemple de petite mondialisation chimiquement pure. C'est comme ça qu'elle, Oui, décrivait le il y a un peu tout, c'est vrai. Alors il faudrait que je relise, mais mmh. c'est vrai qu'il y a tous les concepts du néolibéralisme, Mmh mh. il y a la bureaucratie, Mmh mh. parce que le néolibéralisme engendre une bureaucratie immense, parasitaire, Mmh. source de corruption Mmh. dont on ne prendra jamais la mesure, Mmh. tellement c'est complexe, tellement c'est réticulaire et tout cela effectivement, dans une fiction d'unité qui recouvre en fait des intérêts nationaux qui restent, profonds, parce que liés à l'histoire de chacune des nations. Mmh. Donc l'entente qui doit exister et la coopération qui doit exister entre les nations européennes, c'est une entente qui doit prendre en compte justement le fait que l'Europe, ce sont des nations, Ouais. que l'Europe n'a d'existence en tant que telle que parce qu'il y a des nations, des États nationaux qui la constituent. Voilà. Mmh. Et donc il faut prendre en compte les intérêts de ces États et essayer de les composer. C'est l'art de la diplomatie Mmh. et c'est l'art de la politique étrangère telle que des chefs d'État, conscients de leurs responsabilités, doivent la concevoir. Nous attendons pour notre pays un tel chef d'État. Mais d'ailleurs, elle nous rappelait, heu, que l'idée de nation qui est très, très souvent fascisée aujourd'hui de façon, c'est une erreur historique absolue puisque c'est une idée, moderne, parce qu'elle a 2 siècles, un peu plus et c'est une idée aussi au départ de gauche, que c'est pas spécifique, donc le fait qu'aujourd'hui qu'on passe son temps à traiter, les dits nationalistes de fascistes est un contresens historique. Oui, Et alors que justement aujourd'hui, on aurait plutôt à craindre une sorte de retour des féodalités, éventuellement. oui, c'est, effectivement, on bon, j'aime pas trop qu'on la référence à un techno-féodalisme Oui, parce que la féodalité reposait aussi sur sur des structures religieuses qui mmh ont disparu. mh. Donc, c'est toujours un peu difficile de parler de quand nous parlions de féodalité à la Nare, un de nos camarades qui était un très, très bon historien du Moyen Âge nous disait toujours: «Non, ne faites pas ça, ça n'a rien à Bien sûr que ça n'a voir». rien à voir, mais Mais sur cette il y a des groupes, de pression mmh, étrangers à tout intérêt national, ouais.
qui opèrent dans le monde entier et qui sont éminemment destructeurs, Mmh. dans la mesure où leur puissance est devenue tout à fait Supérieur, et considérable. supérieur aux Donc on États. a ce capitalisme, Mmh. prédateur, qui existe, dans un certain nombre de grands pays Mais très difficile à contrer puisque c'est une pieuvre et qui est qui est globale, très hein. difficile à contrer et l'opposition, la résistance à ce type de capitalisme est nécessairement une résistance qui se passe par les États. Des États appuyés Mmh. par les citoyens, Mmh. dans la mesure où les citoyens également doivent pouvoir se mobiliser, pour résister à des pressions extérieures Ouais, qui sont extrêmement fortes et qui ne sont pas, simplement militaires. bien sûr. C'est sans doute le plus grand défi, hein, aujourd'hui. C'est le On plus peut grand peut-être défi de conclure notre temps. là-dessus. Merci Bertrand Renouvin, à bientôt. Merci Flavie.